Il est exactement 3h17 du matin. Ouais, Et la scène se déroule à Singapour, dans le vaste secteur de Jurong. En fait, c'est une zone où se croisent des parcs industriels vraiment tentaculaires et de grands ensembles résidentiels. c'est ça. En surface, la nuit est tropicale, elle est lourde, et la ville dort paisiblement. Mais à quelques mètres sous l'asphalte, le scénario est tout autre. Totalement. Dans l'obscurité d'une conduite d'eau principale, une micro-fissure vient de céder, la pression grimpe en flèche, et c'est une anomalie qui est parfaitement invisible à l'œil nu. Complètement invisible, ouais. Et dans n'importe quelle autre métropole du monde, ce genre d'incident, ça suit un script qu'on connaît bien, hein. Ah bah oui, la pression s'accumule, La canalisation finit par exploser au petit matin, la rue se transforme en torrent. des milliers de litres d'eau potable sont perdus. Exactement. Et la circulation est paralysée pour la journée. Mais à Singapour, l'histoire s'arrête en exactement 11 secondes. 11 secondes. Ouais, 11 secondes, c'est le temps qu'il faut à un capteur de pression pour détecter la variation. D'accord. Il envoie un paquet de données cryptées et ça fait clignoter une alerte rouge sur un écran dans ce qu'on appelle le jumeau numérique de la ville. Waouh. Et 4 minutes plus tard, sans qu'un seul humain n'ait eu besoin de décrocher un téléphone pour signaler une fuite, une équipe de maintenance nocturne reçoit des coordonnées GPS ultra précises. Sur leurs terminaux, ouais. C'est ça. Et ils se mettent en route. L'artère est isolée, la fuite est colmatée avant même que la première goutte d'eau ne perfore le bitume. C'est d'une efficacité redoutable. Et le plus fou, le détail que relève le dossier qui sert de base à notre plongée au cœur de l'information aujourd'hui, c'est ce contraste hyper ironique. Hmm, Pendant que Singapour gère une crise souterraine en quelques clics en pleine nuit, ailleurs dans le monde, des conseils municipaux débattent encore pendant des mois pour savoir comment reboucher de simples nids de poules. c'est tellement vrai. Mais ce contraste brutal, en fait, il illustre une réalité qui dépasse largement le cadre de la simple gestion d'infrastructures, quoi. Absolument. On n'est pas en train de lire le prologue d'un roman de science-fiction dystopique ou utopique. C'est la banalité du quotidien. C'est leur réalité. Voilà, c'est la mécanique d'une administration en ce mois d'avril 2026. L'écart technologique entre la gestion urbaine traditionnelle qu'on connaît tous et ce niveau de réactivité. Ça frôle l'abîme conceptuel, on est d'accord. Ouais, totalement. Et cette mécanique de précision, c'est tout l'enjeu de notre analyse d'aujourd'hui. Notre mission, pour ceux qui nous écoutent, ça consiste à disséquer un dossier qui est extrêmement dense et fascinant, Un très gros dossier, ouais. publié ce mois-ci par le média d'investigation Block News. En gros, ils ont consacré un numéro spécial aux villes du futur, avec un focus exclusif sur Singapour. Hmm. L'objectif de notre exploration, c'est de comprendre comment ce petit territoire asiatique s'est transformé en un véritable État-algorithme. Une machine urbaine perpétuelle, en fait. C'est ça, calibré pour ne jamais connaître la moindre panne. Et surtout, l'ambition, c'est de décrypter les implications profondes de cette hyper-efficacité pour les millions d'individus qui vivent à l'intérieur de ce système. Parce que pour saisir la genèse de cette anecdote de la canalisation à Jurong, il faut d'abord s'extraire de la fascination purement technologique. Ouais, c'est pas juste pour la beauté du code. Non, on ne déploie pas un filet de capteurs omniscients par simple caprice technophile, hein. La racine de cette obsession pour le contrôle absolu de l'environnement physique, elle plonge très, très loin dans la géographie. Et dans l'histoire même du pays. Exactement. Repartons un peu en arrière au moment de la création de cet État en 1965. Singapour vient de subir un traumatisme fondateur. Son expulsion pure et simple de la Fédération de Malaisie. Voilà. Le tableau à l'époque, il est catastrophique. C'est une île minuscule de 580 km². Ce qui est minuscule. On est aujourd'hui à 733 km², après avoir artificiellement gagné du terrain sur l'océan. Pour loger quand même près de 6 millions d'habitants aujourd'hui. Ouais, 5,9 millions pour être exact. Mais à l'époque, il n'y a rien. Zéro ressources minières, Rien du tout. zéro réserve d'hydrocarbures, pas le moindre arrière-pays agricole pour nourrir la population. Et un environnement géopolitique régional extrêmement complexe. Et parfois même ouvertement hostile. C'est clair. C'est dans ce contexte de survie littérale que le Premier ministre et père fondateur, Lee Kuan Yew, prononce une maxime qui va forger l'ADN de la nation. Ouais, une phrase très célèbre, hein. Il dit « L'innovation n'est pas une option, c'est une condition de survie ». Et cette philosophie, elle irrigue toutes les décennies suivantes, du programme informatique IT 2000 lancé dans les années 80, jusqu'au point culminant en novembre 2014, quand le Premier ministre Lee Hsien Loong lance le grand chantier Smart Nation. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Vas-y. Beaucoup de pays ont des contraintes géographiques. Mais pourquoi Singapour est-elle allée jusqu'à numériser son espace physique ?
C'est une excellente question. Ce qui est fascinant ici, c'est le glissement sémantique et stratégique opéré par l'État. D'accord. Face à une géographie qui agissait presque comme une prison physique, ils ont dû inventer une échappatoire. Sans pétrole, sans mine d'or, sans eau douce. Le pays devait impérativement identifier une nouvelle matière première exploitable. Et cette ressource de substitution, c'est devenu la donnée. La donnée, d'accord. Le postulat de Singapour repose sur une équation très claire. La mesure permet l'optimisation. Donc, si chaque ressource est mesurée à la perfection, L'exiguïté du territoire n'est plus une fatalité géographique. Ça devient un simple problème mathématique que l'ingénierie peut résoudre. c'est presque ironique quand on y pense. Ah totalement. Ils n'avaient plus le moindre mètre carré de terre physique à conquérir, alors ils ont littéralement pris la décision de coder une réalité parallèle. Ouais, On dirait vraiment la mentalité d'une start-up au bord de la faillite, quoi. c'est ça. Si l'on imagine l'équipe fondatrice, pas de locaux, aucun inventaire, des concurrents gigantesques tout autour. Et il conclut que leur seule chance de survivre, c'est de concevoir le système d'exploitation le plus performant du monde. Exactement. Et ce système d'exploitation urbain, il a un nom. Le dossier de Block News détaille longuement ce bras armé. Ça s'appelle Virtuel Singapour. Virtuel Singapour, ouais. I tout entière à l'échelle 1 pour 1. C'est vertigineux. Et le point crucial mentionné dans les sources, c'est la couverture 100%. 100%. Pour réaliser l'exploit, New York possède un système similaire, mais qui ne couvre qu'une fraction de Manhattan. D'accord. Et Helsinki a modélisé uniquement son centre-ville historique. Mais Singapour, elle a numérisé chaque feuille d'arbre de son territoire. Chaque feuille d'arbre, C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la méthodologie pour y parvenir, elle donne le tournis. Ah ouais, le dossier rapporte des volumes dépassant les 50 téraoctets de données purement en 3D. 50 téraoctets, waouh! Ouais, et pour alimenter ça, il a fallu quadriller 100-500 km de route avec des flottes de véhicules équipés de capteurs de pointe. D'accord. Et survoler l'île avec des avions embarquant la technologie LIDAR. Et le LIDAR, pour ceux qui nous écoutent, ça consiste en quoi concrètement ? En gros, ça consiste à bombarder la surface de millions d'impulsions laser par seconde. Et à mesurer le temps infime que met la lumière pour revenir au capteur. Ça crée un nuage de points d'une densité inouïe. Et combiné à 3 millions de photographies haute définition, le résultat, c'est une cartographie d'une précision de 30 cm. 30 cm. C'est la taille d'une règle en plastique dans une trousse d'écolier, quoi. Ouais, c'est fou. Pour notre public, l'analogie qui vient immédiatement à l'esprit, c'est celle du jeu vidéo SimCity. Ah oui, totalement. Ou un simulateur de gestion, mais où les concepteurs auraient trouvé le moyen d'appliquer des cheat codes directement sur le monde réel. Des codes de triche, ouais. Les urbanistes n'ont plus besoin de deviner les conséquences de leur choix. Ils veulent implanter un quartier de 50 000 habitants et s'assurer que la circulation ne va pas s'effondrer. Ils le simulent. Ils redoutent l'impact d'une inondation centennale. Avant même de couler la première tonne de béton, ils font pleuvoir virtuellement sur le modèle. Ils observent où l'eau stagne avec la précision d'une flaque et ils ajustent les plans réels. C'est incroyable. Et ce jumeau, il absorbe tout en temps réel. La consommation énergétique, étage par étage, la dispersion de la pollution. Les îlots de chaleur, ouais. Et c'est là que le dossier pointe un élément un peu plus troublant, on va dire. Ah. L'intégration des flux de population via le traçage des téléphones portables. Anonymiser les téléphones, bien sûr. Anonymisé, oui. Mais cette collecte massive, elle intègre aussi les frontières invisibles du pays. Depuis mars 2025, le maillage s'est étendu à la mer, avec le Maritime Digital Twin. Pour le premier carrefour maritime du monde, ça veut dire anticiper l'arrivée des porte-containers, optimiser les grues. Et même faire des inspections virtuelles sous l'eau pour vérifier les coques des navires, l'avantage compétitif est juste colossal. Ouais. Alors, le suivi des navires ou de la météo, c'est du génie logistique. Mais quand on en vient aux données de localisation extraites des téléphones des habitants, même sous couvert d'anonymisation, il y a une ligne invisible qui est franchie, non ? Ça dépend comment on le voit. Je veux dire, pour un ingénieur des transports, c'est le Graal de savoir comment 1 million de personnes se déplacent. Ah oui, à la minute près. Mais si l'on regarde cette infrastructure sous un autre angle, un système capable de savoir où se trouve la moindre foule en temps réel, n'est-ce pas l'outil de contrôle ultime pour un État ? C'est le nœud de la tension philosophique de ce modèle. En fait, la tolérance de la population s'explique par la nature de Virtuel Singapour. C'est-à-dire ? Ce n'est pas vendu politiquement comme un outil de surveillance, c'est présenté comme un système nerveux central. Un cerveau organique. Voilà.
Le dossier insiste sur l'intégration entre des agences autrefois isolées, l'autorité foncière, l'entité GovTech, l'autorité maritime. Elles ne se battent plus pour retenir leur base de données, quoi. Exactement, elles alimentent une conscience numérique unique. Donc la collecte des déplacements n'est pas justifiée par le besoin de surveiller, mais par la nécessité de faire tourner ce moteur complexe. Le flux humain est traité comme une donnée thermodynamique à optimiser. Au même titre que la pression de l'eau, oui. Sauf qu'à Singapour, l'optimisation à la surface a rapidement atteint ses limites physiques. C'est clair. Quand chaque parcelle de l'île est déjà modélisée, la seule frontière qui reste, elle se trouve sous nos pieds. Vers le bas. Et cette exploration verticale s'accompagne d'une immersion encore plus profonde dans l'intimité des modes de vie, avec la Smart Nation 2.0. Oui, parce que la surface était finalement qu'un brouillon, hein. Le plan directeur géospatial, qui s'étale de 2024 à 2033, cible directement le monde souterrain. Donc, ils construisent le jumeau numérique des fondations géologiques. Des galeries techniques, des câbles à très haute tension, des conduites de gaz. Dans une ville aussi dense, un coup de pelleteuse aveugle dans une fibre optique, ça peut déconnecter un quartier entier. Ou provoquer une explosion. Cartographier l'invisible au millimètre, ça purge la ville de ses accidents. D'accord, et cette volonté d'éradiquer l'imprévu, elle se reflète dans la gestion sociale avec la Smart Nation 2.0. L'État se transforme progressivement en algorithme. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est là qu'on voit émerger la gouvernance prédictive. Ah, on a de très bons exemples dans les sources. Prenons le portail ThinkPass. Ce n'est pas un simple site web, ça. Pas du tout. C'est un trousseau de clés numériques uniques qui déverrouille plus de 1000 services gouvernementaux. Déclarations fiscales, logements, rendez-vous médicaux, tout est centralisé. Et le budget 2025 consacre 5 milliards de dollars spécifiquement aux réseaux électriques intelligents pilotés par l'IA. 5 milliards, ouais. Et le péage urbain dynamique, le fameux ERP par satellite. Ah ça, c'est fascinant. Fini les barrières physiques. C'est un boîtier dans le véhicule qui ajuste le tarif en temps réel. Selon la congestion, l'heure et la vitesse du trafic, n'est-ce pas? Exactement. Le prix fluctue sur le tableau de bord pour dissuader les conducteurs de s'engager dans une zone dense. L'algorithme manipule le comportement humain pour garantir la fluidité. Et d'ailleurs, le quartier de Pangol vient d'être conçu ex nihilo pour être régi à 100% par la donnée. Donc au lieu d'être dans un mode réactif, réparer un nid de poule, gérer un embouteillage, Singapour renverse le paradigme. L'État ne répare plus, il anticipe le problème et le neutralise avant qu'il ne se matérialise. La comparaison qui s'impose, c'est vraiment celle d'un corps humain avec un système immunitaire parfait. Très bonne analogie. La médecine traditionnelle, elle attend qu'une infection se déclare, qu'on ait 40 de fièvre. Mais un système immunitaire sain, il détecte l'agent pathogène très tôt. Il détruit la menace en silence. Sans que l'individu ne réalise qu'il allait tomber malade. La fuite d'eau réparée à Jurong, c'est ce système immunitaire urbain à l'œuvre. Technologiquement, c'est exceptionnel. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Parce que prédire une fuite, super. Mais le dossier aborde le NE-RECHER, le registre national des dossiers médicaux. Où chaque consultation est partagée sur le réseau global. Voilà. Quand la prédiction algorithmique commence à interagir avec la santé intime et les comportements, la ligne devient floue. Est-ce que le système ne commence pas à dicter la vie sociale ? Cela soulève une question cruciale, en effet. Si on reprend l'idée du système immunitaire, que se passe-t-il quand il devient hyperactif ? L'utilisation crée la force maximale de ce système, mais aussi sa vulnérabilité la plus absolue. Et ce talon d'Achille est bien décortiqué par Block News. Mettre en réseau un pays entier, c'est vertigineux pour la vie privée. Ouais. Prenez la plateforme SNSP. Rues, lampadaires, abribus, tout est truffé d'instruments. Et le projet Laob en 2019, qui envisageait d'intégrer la reconnaissance faciale généralisée à même l'infrastructure urbaine ? Les experts cités dans le rapport expliquent que cette omniprésence invisible modifie la psychologie des habitants. Une autocensure s'installe ? Exactement. Sans loi répressive, le simple fait de se savoir enregistrer incite au conformisme. C'est ce qui pousse certains chauffeurs à parler de démocratie hybride ou de régime soft autoritaire. Un contrôle par l'infrastructure en douceur. C'est un peu comme vivre dans une forteresse de verre imprenable. Depuis l'intérieur, le confort est total, la vue est limpide, on voit venir les tempêtes de loin. La population se sont protégées. Mais si une seule faille, un hack ou un fonctionnaire mécontent brise une seule vitre, c'est l'intimité de tout ce qui vole en éclats. Et le dossier prouve que ce n'est pas qu'une théorie. Les fuites de données monumentales, ouais. En 2018, le piratage du réseau de santé SingHealth,
1,5 million de dossiers siphonnés. Et le choc, ça a été d'y retrouver le dossier médical personnel du Premier ministre. Incroyable. Et en 2019, le registre contenant l'identité de 14 200 personnes porteuses du VIH publié sur Internet. Dans les services de l'État. Une hausse de 10% en un an. Le système, c'est tout, mais il peut se faire dévaliser à tout instant. Et paradoxalement, la plus grande faille de ce système n'est peut-être ni numérique, ni algorithmique. Non, elle est humaine et physique. L'analyse met en lumière la fracture béante entre les architectes de la ville intelligente et la main-d'œuvre qui la construit. L'économie numérique génère 18,6% du PIB, c'est colossal. Mais pour que l'IA optimise la climatisation d'un gratte-ciel, il faut des bras humains pour monter les climatiseurs et couler le béton sous une chaleur écrasante. Et le rapport souligne que cette réalité repose presque intégralement sur des travailleurs migrants payés à bas salaire, Qui vivent souvent dans des dortoirs. des zones reléguées en marge où l'accès aux services smart n'existe tout simplement pas pour eux. C'est un rappel indispensable. Derrière le jumeau numérique parfait, il y a des câbles enfouis dans la boue et une force de travail rendue invisible par l'éclat de la technologie. Pour faire la synthèse des faits rapportés par nos sources, le constat de Block News est sans appel. Singapour n'est pas une simple vitrine d'exposition. C'est un laboratoire urbain grandeur nature. Et sur le plan logistique, il fonctionne avec une précision redoutable. C'est un modèle que le reste du monde observe avec un mélange d'envie et d'appréhension. L'expérience démontre qu'il est techniquement possible de faire tourner une nation avec la régularité d'une horloge suisse. Le désordre n'est plus une fatalité, c'est une équation résolue. Mais avant de clore l'analyse de ce dossier, tout ça soulève une ultime réflexion. Une réflexion philosophique inédite. Je t'écoute... Je veux dire, c'est quoi l'idée? Si une ville devient capable de simuler et de prévenir absolument toute crise physique ou climatique avant qu'elle ne se produise, Ouais. qu'arrive-t-il, sur le temps long, à la résilience fondamentale de l'être humain? Ah, le paradoxe de l'environnement totalement contrôlé. Exactement. Dans un monde zéro friction, capitonné, où l'eau ne déborde jamais, où l'imprévu disparaît de la vie quotidienne, est-ce que les citoyens ne risquent pas de perdre leur capacité d'adaptation? C'est vrai que la résilience, ça fonctionne un peu comme un muscle, quoi. Si on n'est plus jamais entraîné à faire face à une panne ou à une surprise, que se passera-t-il le jour où une crise majeure, non prévue par l'algorithme, viendra frapper cette forteresse de verre? En voulant bâtir l'environnement le plus résilient de l'histoire, on atrophie peut-être la résilience intrinsèque de ceux qui l'habitent. Un système parfait engendrant une humanité vulnérable. C'est l'ultime angle mort de la prédiction totale, oui. C'est une réflexion à garder en tête face au prochain nid de poule imprévu dans notre rue. Absolument. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'information avec nous. Il est toujours fascinant de garder un œil sur l'apparition discrète des capteurs en haut de nos lampadaires. Et sur l'empreinte de données qu'on laisse derrière nous. D'ici notre prochaine exploration, restez curieux et n'oubliez jamais que derrière l'intervention invisible d'une réparation au cœur de la nuit, Une conscience numérique est peut-être déjà en train de calculer le prochain mouvement. à très bientôt. À bientôt.